premiers documents, quand je m'intéressais aux aires protégées, datent de Montor Otelbert. Montor Otelbert, c'est le tout premier directeur des eaux et forêts après le départ des colons. Et il a écrit sur les parcs nationaux au Bénin en 1962 au premier congrès mondial des aires protégées à Seattle. Il présentait le parc avec des données qui permettaient de connaître pour la première fois les parcs nationaux du Dahomey. Après, il y a eu le document de Renault, 1969, qui a présenté nature et faune au Dahomey. Là aussi, c'est vrai, ce ne sont pas des études très poussées, avec description de matériel de collecte de données, mais c'est déjà un recueil de données, j'allais dire scientifiques, puisque ce sont des données qu'on peut vérifier et qui étaient publiées sous forme de documents. Puis il y a eu tous les experts qui sont passés sous l'égide de la FAO à l'époque pour sortir les plans directeurs de nos parcs nationaux et qui laissaient des rapports appréciables. On pouvait utiliser comme source d'inspiration. Mais la vraie recherche, telle que nous la définissions avec des questions de recherche, avec des hypothèses, avec des objectifs scientifiques qu'on peut se fixer, date de la coopération belge. À partir de la coopération belge, on a commencé à avoir un intérêt scientifique hautement porté sur les parcs nationaux de façon prioritaire, mais également sur les forêts classées, avec deux grandes institutions qui envoyaient des étudiants, la faculté des sciences agronomiques, l'école polytechnique, de façon régulière, envoyaient des étudiants et qui sortaient de ces stages, de ces mémoires, avec des données scientifiquement collectées. Il y a eu la collaboration avec Montpellier, en France. Montpellier en France aussi faisait des descentes avec ses étudiants et au cours des stages de conduite de terrain avec les étudiants, il laissait aussi des rapports sur des collectes de données. J'avoue que la ferveur, l'amour pour la recherche scientifique dans les parcs nationaux, c'est avec la création du laboratoire d'écologie appliquée, où cette fois-ci, c'est devenu une formation, j'allais dire, périodique, annuelle, ponctuée aussi de quelques activités de recherche scientifique sur commande. Et à partir de cet instant, on a commencé à former vraiment des compétences liées aux aires protégées de manière très soutenue à un niveau d'ingénieur à l'époque. Et tout cela a généré énormément de données nous permettant de comprendre qu'est-ce qu'il fallait asseoir comme outil, mais aussi comme matériel de collecte de données. Vous voyez, beaucoup de gens ne le savent pas, c'est grâce au dénombrement de la faune dans ces aires protégées que le nom du Bénin est rentré dans les premiers GPS. Le GPS avait des indications claires à l'époque qui se succédaient, c'était uniquement les États-Unis, le Pentagone avait libéralisé la publication des GPS. Le GPS 38, après 38, il y a eu le 40, le 42, le 44, 48, jusqu'à ce que vous ayez maintenant toute une diversification de ces GPS. Au début, il n'y avait pas le nom du tout du Bénin, donc c'était difficile d'avoir une position géographique. Et du coup, je crois que j'ai commandé une dizaine de GPS et le Pentagone s'est questionné en me demandant quel est ce pays qui commande si tant de GPS et à quelle fin. Et l'USAID, l'ambassade des États-Unis, avait demandé mais pourquoi nous commandions à l'époque
titan de GPS. Et je leur ai dit que c'est pour le dénombrement. Et l'année qui a suivi, tout de suite, le nom du Bénin est rentré au niveau du GPS parce qu'ils connaissaient le Bénin et ils utilisaient un outil stratégique secret à l'époque. Et c'est après la chute du mur de Berlin que cet outil a été supervisé. Donc, voilà un certain nombre de matériels que nous avons acquis et qui nous aidaient à dépasser de la simple boussole avec beaucoup de rigueur, de calcul pour être sûr que les équipes reviendraient de dénombrement. On a eu quelques égarements et ça nous a permis d'avancer loin. Il y a aussi les périmètres qu'on utilisait. En bref, tout un ensemble de choses qui ont permis de la faire. Et globalement, de nos jours, je peux dire maintenant, il y a toute une diversification des thèmes. Ce n'est plus, quand on dit parcs nationaux, la faune, ce n'est plus uniquement la végétation sensu stricto, c'est tout ce qui concerne l'écologie d'une manière générale, tout ce qui concerne la vie aux alentours des aires protégées, la relation qui existe entre les populations et ce mode d'utilisation des terres que sont les aires protégées, et aussi à la faveur de beaucoup de projets d'aménagement qui permettaient aussi d'avoir quelques ressources pour l'encadrement des chercheurs, pour assister les chercheurs dans la collecte des données. J'avoue que la preuve palpable qu'on peut retracer, qui aide à retracer tout cette trajectoire que je viens d'indiquer, ce sont les écrits. Et mieux, ce sont les écrits publiés, ce que nous appelons les articles publiés, qui permettent au monde entier, d'une manière générale, de savoir ce que c'est le parc national de la Pingari, du Touloulé, les forêts classées, et ainsi de suite. Toute activité de conservation de la nature au Bénin. Donc, on peut dire qu'on a un parcours très riche en matière de recherche scientifique qui se poursuit jusqu'à maintenant, chaque fois qu'il y a un projet qui invite les universitaires, les chercheurs, on utilise ces moyens, ces opportunités pour en même temps rendre compte à l'international de ce que nous faisons au Bénin à travers les articles publiés. Donc voilà, j'allais dire brièvement ramasser ce que je peux donner comme indication de parcours, de cumul des données scientifiques au fil du temps. Merci, professeur. Alors, pendant ce long et riche parcours que vous avez évoqué tout à l'heure, quels étaient les domaines de recherche scientifique que les parcs nationaux ont représentés au Bénin? Et ces domaines qui peuvent encore représenter l'actualité? Oui, nous parlons de la nature, on parle des protégés d'une manière générale ou de parcs nationaux. En fait, c'est la nature sauvage. Les trois grandes formes d'utilisation des terres que l'humanité a connues, c'est l'agriculture. On utilise ces terres pour l'agriculture, on utilise ces terres pour l'élevage, et après, on peut utiliser ces terres pour la conservation. Depuis des temps immémoriaux, certes. Après 1872, aux États-Unis, on a connu la forme moderne de conservation que sont les parcs nationaux aujourd'hui. Donc, depuis 7 ans déjà, on peut dire que l'homme a commencé à questionner la nature par rapport à que représente l'évolution d'une brousse, l'évolution des animaux en liberté, en relation avec leurs habitats. Ça intéressait énormément. Et comment se comportait-il, ce que nous appelons l'éthologie, ce comportement des animaux. J'allais dire, on continue toujours aujourd'hui sur les mêmes thématiques, à savoir quels sont les éléments constitutifs de l'habitat de telle ou telle espèce. Ce sont des questions d'actualité.
comment vit l'éléphant dans son milieu naturel. Quelles sont les espèces les plus privilégiées par l'éléphant pour son alimentation et comment aussi le fait de brouter pratiquement tout le péage, toute la fructification, comment est-ce que ça pourrait contribuer aussi à faire perpétuer l'espèce. On va s'intéresser à que rejette l'éléphant dans cette grotte et une fois que le transit est assuré, comment on peut espérer aussi avoir des régénérations. C'est pareil pour les primates. Vous savez, les babouins vont consommer énormément les fruits d'Acacia siberiana, qui sont très coriaces. Si vous prenez les fruits bruts, la graine brute, et que vous mettez en germination, ça vous prend un temps fou pour que ça se ramollisse avant d'aller à la germination, mais dès que ça passe par le transit intestinal du babouin et rejeté dans cette défécation, la levée est spontanée. Donc tout cela va beaucoup intéresser les scientifiques. Mais maintenant, de manière spécifique, comment s'organise l'occupation du territoire par différents herbivores, les coqs de buffon qui sont hyper territoriaux, comment est-ce que les relations se passent entre individus de différents sexes ou de différentes catégories d'âge. Les babouins, avec leur hiérarchie un peu à l'image des hommes, le mâle dominant, les femelles et les jeunes, et puis les mâles qui sont rejetés. Tout ce genre de comportement intéresse les scientifiques pour une bonne compréhension. Et puis, les thèmes d'aujourd'hui, le changement climatique. Comment évolue la structure d'hier versus la structure de la végétation de l'habitat d'aujourd'hui. Comment les animaux s'adaptent-ils à des manques en matière de ressources dans leur milieu? Ça nous intéresse. Venons-en au conflit homme, grand carnivore, conflit éléphant. Qu'est-ce qui justifie qu'à un moment donné, des hordes d'éléphants viennent détruire systématiquement toute la récolte? Les récoltes tout autour. Qu'est-ce qui fait que de temps en temps, les grands carnivores viennent piquer dans les troupeaux d'élevage riverains? Ça intéresse les scientifiques. Puis aussi, n'oublions pas, la question de partage de ressources. De plus en plus, chaque maire veut que n'importe quelle institution qui prend corps ou qui existe sur son territoire rapporte quelque chose. Mais il faut aussi voir les mécanismes de distribution des ressources. Il faut avoir des bases scientifiques claires, objectives, qui permettent de prendre des décisions au niveau du conseil d'administration, par exemple, qui gère, au niveau du directeur du parc, qui gère ces ressources. Vous voyez, il y a énormément de questions portant sur l'écologie, des questions portant, j'allais dire, sur le social, autour des aires protégées, les relations sociales et ce qu'il y a à l'intérieur de l'aire protégée, et aussi des questions d'économie locale, sans compter maintenant la nouvelle filière qui se développe surtout en Afrique de l'Ouest, l'écotourisme avec des chaînes de valeur liées à l'écotourisme. Ce sont des questions qui sont des questions d'actualité qui permettent aux gestionnaires d'avoir une vue holistique, une vue globale de l'entité qu'ils gèrent afin de pouvoir aussi faire son plan de travail annuel de chaque année. Merci, professeur. Madame, vous avez demandé s'il y a eu osmose entre les universités, les structures de recherche et les gestionnaires des parcs nationaux au Bénin. Je crois que oui, le prof vient de faire l'historique et a développé jusqu'à nos jours. Pour ce qui est des parcs nationaux, il faut dire qu'on est même allé au-delà de toutes les dispositions au niveau national que le prof a aidé à développer. L'initiative est même partie pour la plupart de lui en ce qui concerne la recherche scientifique. On a eu aussi des universités, des structures et des experts étrangers qui sont suffisamment intervenus
surtout au moment où on a décidé de gérer entre tous les pays presque de la sous-région, dont les aires protégées sont contiguës. Et c'est comme ça qu'on parlait de Wapo, W, Ali, Pendjari et Otimandoui dans le Togo. Donc c'était, dans ce cadre, il y avait même un conseil scientifique régional auquel le prof participait. Je ne me rappelle plus exactement comment c'était structuré, mais vous imaginez, même pour le montage du premier plan d'aménagement de nos parcs, sans les résultats de recherche, on ne pouvait pas bouger, et dans tous les domaines. Donc, ceci étant, il faut savoir que la recherche n'a jamais été loin des structures de gestion des parcs nationaux ou des parcs nationaux, parce que même si le gestionnaire ne demande pas, l'université même ou les structures de recherche avaient des interrogations auxquelles elles devaient répondre. Et des étudiants étaient envoyés sur le terrain, et c'est comme ça, à la suite de ça, nous pouvons, en tant que gestionnaires sur le terrain, utiliser un certain nombre de résultats. Je disais au début de mon intervention que je veux avoir un regard sur le futur. Donc, dans ce cas, on a eu effectivement suffisamment d'études telles que le prof l'a dit. Mais aujourd'hui, je voudrais, au-delà de ces études isolées, suggérer qu'on aille vers des initiatives intégrées, multidisciplinaires. Parce que si le sociologue en périphérie ou le géographe qui maîtrise un certain nombre d'éléments en périphérie et à l'extérieur n'est pas en contact avec l'écologue qui aussi a des données qui pourraient permettre aux autres composantes de la recherche scientifique de pouvoir avancer, nous allons faire pour la plupart du surplace. Chacun va maîtriser ce qu'il maîtrise. Mais, madame, vous avez parlé de développement durable, tant qu'on ne va pas intégrer toutes ces composantes et sortir le produit final dont l'homme peut bénéficier, les populations vont continuer à souffrir, à rester dans leur pauvreté, et les aires protégées, en général, les parcs nationaux en particulier, ne pourront pas jouer leur rôle dans ce concept de développement durable dont vous parlez. Je crois que brièvement, je vais m'arrêter à ce niveau pour cette première question. Merci, Dr. Ben. J'ai bien envie de vous relancer sur la question comment on opère cette intégration que vous avez évoquée tout à l'heure. Bon, je crois que je l'ai déjà dit. Pour le faire, c'est que simplement, la Pendjari, je peux ne pas me rappeler, mais avant les années 2000, la Pendjari était déjà inscrite comme réserve de biosphère. Ce n'est pas un hasard. En 2002, le parc national du W est aussi érigé en réserve de biosphère. La réponse est simple. Mettons l'homme au centre de tout. Si l'homme est heureux, la vie est belle. Si l'homme est heureux, l'environnement va avoir les retombées positives. Si l'homme est heureux, c'est que tout est bon. Ce n'est pas les animaux qui apprécient, c'est nous qui apprécions, c'est nous les hommes qui apprécions. Donc, tout ce que nous allons faire ou que nous avons eu à faire depuis les années 90 ou avant, même avant l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, je crois que par rapport à la recherche scientifique, nous allons venir au niveau des perspectives, je vais faire mes propositions. Je crois que par rapport à la recherche scientifique, il faut qu'on essaye de recentrer les choses. APN a du travail. Il faut qu'on essaye de recentrer les choses, toutes les études déjà faites, tout ce qui va venir. Quel est l'intérêt de chaque thème ou de chaque groupe de thématiques pour l'homme? Si nous répondons à cette question dans les recommandations de chaque article, de chaque loi que nous voulons proposer à l'Assemblée ou autre, je crois que la question est résolue. Et voilà pourquoi vous ne pouvez pas prendre un écologue tout court, seul, si lui répond, le géographe répond, le sociologue répond, le gestionnaire sur le terrain répond.
les différentes composantes des populations, donc socio-professionnelles sur le terrain, répondent de manière disparate, il va être difficile d'avoir une décision convergente qui converge vers ce développement durable que nous cherchons. C'est un défi. C'est un défi auquel les parcs nationaux et les aires protégées en général, si le temps permet, nous allons développer plus. Et les aires protégées en général doivent faire face aujourd'hui. Mettons tout ensemble et voyons, décidons ensemble de là où nous voulons aller, y compris les différentes composantes sur le terrain. On en arrive à ça, l'environnement sera sauvé, l'homme va vivre dans l'aisance totale et la belle vie continue dans un milieu équilibré. Je vous remercie, madame. Merci, docteur. Monsieur Apollon, on va vous donner l'occasion d'évoquer l'aspect précis de l'intégration de l'homme au cœur de la gestion de ces aires protégées. Mais avant, je voudrais que vous partagiez avec nous l'approche de African Parks d'intégration de la recherche à la gestion des aires protégées. Je dirais que nous voyons plutôt les parcs comme des systèmes assez complexes, évolutifs et sensibles. Donc du coup, toute décision qui devrait se prendre au niveau des parcs devrait être véritablement informée et justifiée par des bases scientifiques solides. Deuxième principe important, c'est que nous pensons que gérer les parcs, c'est gérer la complexité de ces parcs, donc de ces aires protégées, que ce soit au plan écologique, au plan économique, au plan social, et même l'interaction avec les politiques. Le troisième principe important de notre réflexion sur les questions d'interface science-gestion aires protégées, c'est que les aires protégées ont besoin d'une certaine gestion adaptative, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un contexte où beaucoup d'incertitudes, les gestionnaires sont confrontés à beaucoup d'incertitudes qu'ils doivent pouvoir lever, et pour les lever, il faut forcément se rassurer que les décisions qui sont prises sont meilleures et rendront meilleur l'état de gestion de ces aires protégées. L'autre principe important et qui caractérise un peu notre manière de fonctionner dans les parcs, c'est que nous avons nos équipes en permanence dans les aires protégées. Ce qui veut dire que nous avons une forte capacité d'observation au quotidien des tendances dans les aires protégées. Et quand on sait que les hypothèses, la plupart des grandes hypothèses de recherche partent de l'observation, ça nous offre un plateau de questionnements qui sont importants et qui peuvent être répondus par la science. Et l'autre principe important, c'est le partenariat entre ceux qui ont la science et ceux qui sont des gestionnaires qui ont plutôt beaucoup d'observations. Comment concilier un peu ces questionnements qui viennent du terrain pour que ces questionnements soient transformés en des hypothèses de recherche qui seront répondues par un certain nombre d'investigations scientifiques. Mais nous voyons aussi la science comme un peu la résultante de la recherche, de ce que je vais dire la surveillance ou le suivi, l'évaluation et l'adaptation. La recherche dans le sens de pouvoir répondre à un certain nombre de questions complexes, à un certain nombre d'incertitudes, que ce soit sur la faune, sur les écosystèmes ou sur des problématiques sociales importantes qui devraient aider à prendre de meilleures décisions de gestion. Donc, quand on se dit par exemple pourquoi aujourd'hui la population de guépards dans nos aires protégées est très faible, une question à laquelle on devrait pouvoir répondre pour orienter les gestionnaires vers des stratégies les plus adéquates pour adresser la problématique de dégradation d'un certain nombre d'écosystèmes ou d'espèces. Aujourd'hui, la grande problématique du damalis qui est d'actualité, où on ne comprend véritablement pas encore forcément pourquoi on perd le damalis dans la région ouest africaine. Quelle est la réflexion autour? Donc la recherche viendra répondre à ces questions clés qui aideront le gestionnaire qui, je vais dire en parenthèse, a la tête baissée dans la gestion des problèmes quotidiens de l'aire protégée, à pouvoir lever un certain nombre de points de voile sur des problématiques importantes et orienter ces prises de décision. Le deuxième volet, c'est ce que je vais appeler la surveillance sur le suivi. Est-ce que nous, dans notre approche, nous mettons en place un système de collecte de données permanentes dans les parcs avec une plateforme
qu'on a appelé le EPI Reporter, qui permet réellement, un peu toujours dans cette vision d'approche pluridisciplinaire, d'intégrer un certain nombre de données, de collecter un certain nombre de données qui, une fois mises ensemble, pourraient constituer une bonne base de données pour questionner un certain nombre d'interrelations entre facteurs dégradant les ressources et la ressource elle-même. Le troisième volet, c'est celui de l'évaluation. Et ce que nous faisons, c'est de questionner notre chaîne logique, notre cadre logique. Parce que nous, la plupart du temps, nous basons nos options de gestion sur un certain nombre d'hypothèses et donc de facteurs de cause à effet. Donc nous nous investissons à évaluer véritablement si cette chaîne logique reste toujours d'actualité, si elle reste toujours pertinente, pour nous rassurer que nous évoluons véritablement vers l'objectif de restaurer donc les aires protégées, de gérer un certain nombre d'espèces, de maintenir les écosystèmes et de faciliter cette interaction entre les parties prenantes, y compris les communautés et les protégés. Et le dernier point que j'inclus dans ce que je mets dans le volet science, c'est la question de la gestion adaptative. On le sait bien, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de nouveaux facteurs vont toujours s'inviter à la table de gestion des aires protégées. Aujourd'hui, on aborde des questions de changement climatique. Aujourd'hui, nous avons eu la crise de la Covid. Nous avons, depuis un certain nombre d'années, la crise sécuritaire qui est plus ou moins nouvelle, du moins au Bénin et dans les aires protégées. Comment est-ce que nous maintenons la science pour qu'elle puisse, je vais dire, servir d'alerte pour prédire un peu tous ces facteurs qui pourraient intervenir ou interférer dans la gestion de nos aires protégées, histoire de prendre de l'avance dans la gestion. Voilà un peu ce que nous intégrons dans notre approche de l'interface entre la science et la gestion de nos ressources. Monsieur Apollon, je voudrais vous relancer maintenant par rapport à la dernière réponse donnée par le docteur Eladisa Azizou, au centre de la gestion de ces aires protégées. Quelle est la politique, l'approche de African Parks en la matière? Merci bien, madame. Je vais dire que African Parks déjà prend la gestion holistique des aires protégées au nom des gouvernements et des communautés. Donc, du coup, dans notre stratégie, nous faisons de la conservation pour les communautés et par les communautés. Ce qui fait que nos piliers d'intervention, qui sont au nombre de 3, intègrent la conservation, le développement communautaire et tout ce qui est durabilité de financement sur du court, du moyen ou du long terme. Et donc, lorsque nous prenons la gestion d'une aire protégée, le premier partenaire a toujours été les membres de communauté, puisque nous savons que la pression sur les ressources provient des communautés riveraines. Et donc, il faut pouvoir adresser cette problématique communautaire et la maintenir comme prioritaire dans nos options de gestion. Et donc, les communautés déjà doivent être intégrées à la prise de décision, déjà améliorer leur compréhension des problématiques de gestion, les intégrer à la prise de décision et nous rassurer qu'elles deviennent des communautés assez engagées pour la cause de conservation, mais aussi qu'elles puissent tirer des revenus ou des bénéfices directs ou indirects de la gestion de ces aires protégées. Et c'est la raison pour laquelle dans la plupart des aires protégées que nous gérons, nous intervenons actuellement dans 12 pays sur 22 aires protégées pour un total de 20 millions d'hectares qui sont mis sous notre gestion à travers le continent africain. Partout où nous intervenons, nous restons dans une approche de pouvoir maintenir ce contact avec les communautés et de pouvoir concevoir une stratégie pour qu'elles répondent réellement à ces besoins. Et ça, c'est dans cette approche préventive et réactive. Mais nous adoptons aussi cette proactivité pour nous rassurer que nous pouvons projeter facilement les dynamiques au niveau communautaire sur du long terme. C'est pourquoi la plupart de nos plans d'affaires sont étalés sur 5 ans pour qu'on se rassure que nous incluons ces problématiques. Mais surtout, maintenir le contact permanent. Nous sommes dans le contexte sécuritaire aujourd'hui pour réduire la vulnérabilité des communautés face à cette problématique. Nous avons le devoir d'être précurseurs et de pouvoir anticiper les besoins de ces communautés
et de questionner nos modèles pour savoir comment ces priorités s'intègrent dans nos modèles actuellement pour répondre véritablement aux gaps qui sont identifiés. Professeur Christensen, pour M. Akonan, le gestionnaire se pose des questions. La science aide à trouver des réponses. Je voudrais que vous nous disiez s'il existe un mécanisme concret qui schématise cette vision de la chose. Est-ce qu'il y a des mécanismes? Oui. Le tout premier des mécanismes, ce sont les accords de collaboration. J'allais dire de temps en temps, quelques gestionnaires l'oublient. Les parcs nationaux, c'est avant tout des outils d'éducation environnementale. C'est avant tout pour aider le grand public, vraiment le grand public, à s'amouracher des aires protégées. Et ce faisant, vous ne pouvez bien présenter votre marchandise que si vous la connaissez dans les détails. La science intervient pour fournir ces données afin qu'on puisse y aller. Comment vient-on aux scientifiques lorsqu'on est gestionnaire d'aires protégées? C'est à travers les contrats de collaboration. Ça a tout le temps existé. Même à des heures difficiles, il est déjà arrivé qu'on se déplace carrément sur le terrain pour dire que c'est nécessaire d'avoir ce genre de contrat pour non seulement permettre de résoudre les problèmes de questionnement, mais c'est à travers ces questionnements qu'on va outiller mieux les futurs gestionnaires des aires protégées. Donc on va expliquer à certains gestionnaires que la recherche scientifique est nécessaire et que pour ce faire, il nous faut des contrats de gestion, tout au moins des accords de collaboration. Seconde chose, l'université, c'est comme l'armée, c'est-à-dire une instruction permanente. Ce n'est pas le jour où vous êtes agressé que vous preniez un individu dans la rue et il devient le tireur d'élite. Les armées forment de façon régulière exactement par exemple notre mission, nous en tant qu'institution de formation du primaire jusqu'à l'université, nous devions éduquer les enfants et cette éducation passe aussi par la formation à des compétences. Donc, chaque année, vous avez vu, le bac s'organise sur base annuelle. Il y a des nouveaux bacheliers qui arrivent et certains vont choisir la biologie, l'environnement, l'écologie, les sciences des ressources naturelles. Donc, il faut les outiller pour qu'ils puissent être suffisamment, être capables de faire leur propre, créer leur chemin à partir de ces outils qu'on a mis à leur disposition. Donc là, nous, de par notre mission, nous sommes obligés d'aller au contact de ces gestionnaires et de créer ces ouvertures de placement de nos étudiants dans leur main. Après, il y a les grands projets de développement. La plupart des projets mentionnent toujours la nécessité aussi de compléter la base de données. Même si ça ne se dit pas de façon très claire, les grands objectifs que se fixent ces projets nécessitent des données pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont visés. Et pour les collecter, il faut un dispositif expérimental. Il faut que le chercheur repose ses besoins en termes de questions de recherche et alors mettre des chercheurs pour la collecte de ces données. Et finalement, même si on n'a pas titré cette rubrique recherche, ça aboutit quand même à des recherches qui vont générer les éléments nécessaires aux gestionnaires pour qu'ils puissent, à l'heure du bilan, dire j'ai accompli ma donnée. Donc les projets aussi sont des opportunités qui permettent de définir un mécanisme de collaboration entre les gestionnaires et les institutions de recherche scientifique. Et puis bon, comme je le dis, tout chercheur peut
toujours se poser lui-même des questions et demander à utiliser ces laboratoires à ciel ouvert pour répondre, trouver des éléments de réponse à ses propres besoins. Donc ce sont là de vieux mécanismes qui existent, mais qui continuent toujours d'être sur le terrain. Il y a même maintenant la Fondation des savanes ouest africaines, certes, c'est pour appuyer des actions techniques, mais tôt ou tard, cette fondation sera obligée de regarder aussi du côté de la recherche scientifique pour que le gestionnaire, j'allais dire, verse simplement ses soucis, ses questions, j'allais dire dans un projet que la FSOA, cette fondation, pourrait facilement financer. Je crois même que le budget de fonctionnement de l'actuel conseil scientifique serait pris en charge par cette fondation. Et de cette manière, il y aura toujours un courant d'échange permanent établi entre les gestionnaires d'aires protégées et la recherche scientifique. D'action au quotidien de gestion, mais au-delà, nous développons aussi une gestion ciblée sur des espèces ou des problématiques majeures que nous avons qui apportent des solutions aux facteurs de dégradation de ces ressources, de ces espèces, etc. Nous faisons des inventaires assez réguliers, que ce soit des inventaires ciblés sur des espèces ou les inventaires des aires protégées, donc du complexe WAP ou de la Pendjari du W de façon générale. Nous nous investissons aussi dans la pose de colliers pour réellement suivre un certain nombre d'espèces animales, la plupart des grands mammifères et des carnivores, nous rassurer que nous comprenons davantage la dynamique d'occupation de l'habitat, de répartition de ces espèces, y compris même d'autres facteurs de menace qui pourraient peser sur ces espèces. Nous savons aujourd'hui que nous sommes dans une dynamique communautaire assez complexe avec des problématiques de transhumance où le bétail domestique interagit avec la faune dans les aires protégées. Et donc nous mettons en place des mécanismes pour nous rassurer que nous pouvons limiter cette pression ou l'impact négatif que cela pourrait avoir en termes de transmission de maladies ou d'autres facteurs qui pourraient peser contre la survie de ces espèces. Nous nous investissons aussi dans le partage des connaissances que nous avons pour influencer les décisions. En 2019, nous avons milité aux côtés des autorités gouvernementales pour adopter un moratoire pour suspendre la chasse au lion. Compte tenu de nos observations terrain et compte tenu des données, des inventaires et des dénombrements qui réellement nous amenaient à appuyer sur la sonnette d'alarme pour apporter une solution au lion. Donc ce sont des facteurs, des actions combinées de ce genre qui incluent non seulement l'aspect technique, mais l'aspect interface avec les facteurs de menace, avec donc des implications qui pourraient aller jusqu'au niveau des réformes institutionnelles, de la réforme du cadre législatif et réglementaire, qui ensemble pourraient apporter des solutions à la sauvegarde de ces différentes espèces. Oui, d'une manière générale, les grands défis majeurs, je crois que Hugues l'a abordé. Il y a le défi sécuritaire. Les parcs nationaux dont nous parlons, ce sont des parcs nationaux frontaliers. Et si on combine les parties du Burkina et du Niger, nous gérons un complexe d'aires protégées qui sont à cheval sur plusieurs pays. Comme il le dit, à l'heure actuelle, seuls les conservateurs du Bénin peuvent dire, ben, tiens, nous avons la maîtrise du terrain. Les autres, pour la plupart, ont abandonné à cause de ce problème d'insécurité. Et si le Bénin abandonnait, ben, il n'y a plus grand-chose qu'on pourra espérer comme survie des animaux, étant donné que ça risque de devenir un no-man's land où tout pourrait se jouer. Donc je pense qu'au top des questions de recherche et de développement en général, le défi sécuritaire est le principal aujourd'hui, qui
échappe d'ailleurs aux scientifiques, j'allais dire, c'est sous contrôle des gestionnaires au Bénin, mais avec l'appui d'autres forces pour les aider à cela. Après, il y a le problème de financement durable des aires protégées, et c'est grâce à ce financement durable que la recherche pourrait trouver des opportunités favorables pour son épanouissement. Donc si les gestionnaires n'arrivent pas à sécuriser suffisamment de budget pour garantir les périmètres, pour garantir l'harmonie entre population et aires protégées, là aussi le chercheur aura du mal à saisir des opportunités. D'une manière globale, il faut valoriser la ressource. Nous avons connu les périodes de fixisme du parc national, c'est la protection. En changeant de paradigme, un parc national, ça doit être ouvert sur le milieu avec votre question, l'homme au centre du développement. Et maintenant, nous sommes à l'ère du partage des bénéfices. Mais là, le gestionnaire est prêt à céder une partie de ses recettes, à condition que lui aussi, il engrange des bénéfices dans sa main. Donc, il faut qu'on puisse trouver ce genre de mécanisme. Et surtout, pour notre cas de gestion de parcs d'aires protégées transfrontalières, vous voyez, pour partager les ressources. Les éléphants n'ont pas de passeport pour dire je vais au Niger, je vais au Burkina, je viens au Bénin. Pareil pour tous les animaux qui sont habitués à ces grands développements. Mais vous avez aussi le risque de pollution potentielle. Vous partagez des bassins versants, de cours d'eau. Si quelqu'un déverse des eaux usées, déverse des polluants, déverse n'importe quelle chose en amont, tous ceux qui sont vers l'aval vont subir les conséquences d'une pêche malheureuse qui a été favorisée par des polluants qu'on a jetés juste pour ramasser les poissons à fleur d'eau. Vous risquez aussi d'avoir ces risques. Et comme c'est transfrontalier aussi, le bétail, souvent du Sahel, rentre au Bénin par ces parcs nationaux. Donc les conservateurs doivent aussi savoir gérer, j'allais dire intelligemment. C'est vrai, on peut dire abattage systématique, mais c'est rarement le cas. On essaye de décourager les transhumants, en essayant peut-être d'abattre quelques bovins pour aussi ne pas trop énerver le pouvoir d'en face. Le bétail fait partie pour le Bénin quand même de sa seconde source de revenus au niveau rural, au niveau agricole. Ça peut être majeur pour le Niger, si les Nigériens apprennent qu'on a tout abattu systématiquement au Bénin, quand bien même il peut comprendre le conservateur, il aura quand même du mal à se contenir. Donc ils doivent gérer ce genre de défis qui les sont favorables. Mais nous, scientifiques, on peut étudier et comprendre un peu les logiques de ces mouvements migratoires de bétail et d'hommes dans ces aires protégées et aussi générer des ressources pour le gestionnaire. Il y a le grand problème du changement climatique. Ce sont des défis d'abord d'accès aux ressources, parce qu'à travers cela, si un parc national dit mais tiens, je suis champion dans la séquestration du carbone, je suis un très bon puits de carbone, et d'ailleurs la Pinjari est déjà très avancée pour collecter ces fonds verts. On ne va pas les mains vides, on va avec des données, on va avec des arguments scientifiques pour bien démontrer que réellement nous sommes dans un bon mécanisme de séquestration du carbone pour qu'on puisse avoir accès au financement au niveau international. Donc voilà des défis
que nous pouvons même sous forme de questions de recherche. Et si ça génère des données, on les reverse au gestionnaire qui pourra en faire réellement un outil de développement au niveau local sur tous les plans, le plan prélèvement fondamental, calcul de carbone et ainsi de suite, social, environnemental, tous ces aspects, les scientifiques peuvent aider les gestionnaires à affronter ces défis-là. Sur ce fait, il y a le principe, par exemple, de réduction des écarts au niveau social. Donc, les écarts entre nos populations, au niveau des communautés, au niveau socio-professionnel, si on peut réduire ces écarts, je sais de quoi je parle, parce qu'aujourd'hui, les communautés sur lesquelles ceux qui nous amènent ces défis-là se basent, c'est des gens qui se sentent marginalisés ou minoritaires. Donc, nous, en tant que gestionnaires, dans nos comportements, dans nos stratégies de conservation, on peut inverser la chose, qu'ils se sentent beaucoup plus pris en compte ou pris en compte au même niveau que les autres composantes. Au-delà de ça, comme j'ai l'habitude de le dire, APN doit avoir un mécanisme d'information ou de renseignement complètement. Si vous voulez gérer correctement les aires protégées, vous devez avoir un système de renseignement. Autant vous collectez les données écologiques, que sais-je, à l'intérieur du parc, faisons la même chose aujourd'hui pour les informations sécuritaires en périphérie. Juste pour que les scientifiques, nous pouvons être dans nos bureaux, on va être calmes et on va être surpris. Alors que si, tel que nos techniciens représentent nos yeux à l'intérieur du parc, si au niveau de la population, nous avons encore des yeux partout dans tous les villages, il serait difficile que nous soyons surpris. On va toujours être proactifs et rien ne se passerait. Donc les principes d'équité, il faut les mettre en place entre les différentes couches sociales, les principes d'inclusivité, faire en sorte qu'aucun ou aucune catégorie d'acteurs ne soit écarté de la conservation des parcs nationaux. Vaille que vaille, discutons avec toutes les parties prenantes, qu'elles veuillent participer à la conservation ou pas, on entretient des rapports, des relations avec toutes les parties prenantes. Vous voyez toutes les études que le professeur Sincère a citées ce matin. Et quand je faisais ma thèse, c'est lui-même qui m'a envoyé en dernier lieu même un certain nombre de thématiques ou de recherches dont les articles, je n'ai pas pu avoir accès à ça. Et je crois qu'il faut corriger ce genre de choses. Facilitons la tâche aux chercheurs, à nos étudiants, aux jeunes que nous envoyons sur le terrain, pour qu'au niveau de l'exploitation des documents, que ça ne soit pas un autre défi pour eux. Donc, est-ce que ce n'est pas un conseil scientifique permanent qui s'occupe des aires protégées en général au Bénin et des parcs nationaux en particulier? Là, je m'adresse à APR. Un conseil scientifique permanent qui va constituer une entité de gestion des bases de données depuis je ne sais quelle année et qui rassure ça dans le futur. Parce que nous faisons, on ne sait pas où aller trouver, certains peuvent revenir même et reprendre encore d'une manière ou d'une autre ce qui avait été déjà fait et des documents ne se retrouvent même pas. Et là, je voudrais aussi parler de ce principe de mémoire. Faisons une mémoire pour nos aires protégées, une mémoire pour les parcs nationaux. Comment nous allons le faire? Bibliothèque virtuelle, bibliothèque physique, je n'en sais rien. Mais vous qui êtes sur le terrain, pensez vraiment à ça. Ou un jeune qui est curieux, qui se lève, veut savoir dans telle thématique ou dans telle autre thématique, qu'il sache où aller pour avoir les éléments qu'il lui faut pour terminer ses réflexions ou sa recherche. Donc, madame, voilà, et si je peux mettre un dernier élément politique,
Parce que si vous mettez le conseil scientifique en place, tant que le politique ne s'y mêle pas, ils vont manquer de financement, le gestionnaire va se battre, il ne pourra pas les aider. Il faut trouver un truchement quelque part pour que le politique se sente aussi associé à la chose. Faites-leur une place, genre conseil d'orientation ou de programmation, que ce soit eux qui apprécient, qui valident. Mettez l'exécutif, mettez même si vous voulez le législateur dedans, qui en 3 ans, 4 ans, les éléments que vous allez combiner, qui doivent entrer dans les lois, parce que parfois nos étudiants finissent des articles, ont des recommandations, ce n'est pas le gestionnaire qui peut les mettre en œuvre. C'est au niveau politique. Mais s'ils ne sont pas informés au fur et à mesure, le jour où vous les surprenez, ils peuvent ne pas comprendre ce que vous voulez. Mais s'ils sont associés, chaque année ou tous les 2 ans, on échange avec eux, ils nous réorientent. Le jour où vous amenez un test ou des problématiques au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'exécutif de l'Assemblée, ils sont déjà au courant, ça peut vite passer. Donc voilà un peu un conseil d'orientation qui va être au-dessus du conseil scientifique permanent. Voilà, madame, en termes de perspective. Et si la mémoire de nos recherches scientifiques sont maintenues, je crois que nos parcs nationaux seront sauvés. Merci beaucoup. Je voudrais demander maintenant à M. Abona, en dehors de tout ce que le professeur Sensei et le docteur Elanissa ont évoqué comme défi majeur de perspective, du point de vue de APN, comment est-ce que vous entrevoyez cette gestion des aires protégées avec l'appui de la recherche scientifique? En termes de défi, je pense qu'il faut qu'on sorte de notre approche attentiste et de cette approche où nous subissons toujours les effets de toutes les incertitudes qu'on a. Juste pour donner l'exemple, la crise sécuritaire depuis 1991, on savait que cette crise allait s'étendre vers la côte. Il y a eu des rapports qui ont indiqué cela. Mais après les années 2000, nous sommes restés dans une approche où nous subissons cette crise. Donc cette capacité d'anticipation est encore à améliorer pour apporter de vraies solutions et nous sortir de cette pratique de subir et de toujours gérer l'urgence. Et donc, je crois que l'autre aspect assez important, puisqu'on parle de ce lien entre la recherche et la gestion des aires protégées, c'est véritablement ce mouvement vers une approche holistique de la recherche. Le docteur Aziz va parler de cette pluridisciplinarité qu'on doit avoir. Comment est-ce qu'on peut se rassurer que la recherche est pragmatique au point où elle s'adapte à l'évolution du secteur de la conservation? On a parlé longtemps de la crise sécuritaire. Quel est notre modèle aujourd'hui? Quel modèle, en intégrant tous les facteurs possibles, quel est le modèle qu'on recommande? Aujourd'hui, les aires protégées sont gérées, la précarité et tout sont gérées, mais il y a encore beaucoup d'autres aires protégées au niveau national qui devront réellement anticiper, peut-être tirer un certain nombre de leçons, prendre le bon, laisser le mauvais, mais revoir la politique globale et apporter la solution dès aujourd'hui. Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait un incident terroriste, par exemple, dans la forêt de Belu supérieure, avant qu'on ne commence à apporter une solution à cela. Donc, cette capacité d'anticipation est importante de mon point de vue. Et on parle de la question démographique. On a aujourd'hui des maladies émergentes, les ambitions de modernisation de nos États. On ne peut pas empêcher le politique d'aller dans son ambition de développement, d'infrastructures, etc. Et la recherche doit aussi accompagner cela et réellement présenter des modèles qui guident les décideurs dans leur orientation stratégique et dans la définition de leurs priorités, de manière à vraiment limiter l'impact sur les aires protégées. L'autre aspect assez important pour moi, c'est en termes de défis et aussi de perspectives, c'est que nous n'avons pratiquement pas de modèle. Imaginons-nous que depuis les 20 dernières années, des millions de dollars
d'euros, de francs CFA ont été investis dans le secteur. Que ce soit pour la classification des aires protégées, la gestion de ces aires protégées. Mais aujourd'hui, on a véritablement du mal à avoir des scénarios et se dire si une aire protégée se retrouve dans telle zone ou dans telle circonstance ou subit tel ou tel autre facteur, voici le modèle adéquat, ne serait-ce que de façon théorique, pour sa gestion, qui permet réellement d'intégrer tous les facteurs de dégradation. Imaginons-nous qu'on se dise que la gestion d'une aire protégée, on a besoin de l'application de la loi, de la conservation, du développement communautaire, des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, quel est le pourcentage de nos ressources que nous devons investir sur chacun de ces piliers pour espérer avoir le meilleur retour sur l'investissement? Ça, ce sont des questions assez importantes sur lesquelles on devrait davantage se pencher pour définir des modèles. Si une aire protégée se retrouve dans une zone d'insécurité, quel est le modèle adéquat qui est différent d'une aire protégée qui se retrouve dans une zone de paix? Ce sont des débats assez importants sur lesquels on devrait se positionner davantage pour véritablement apporter des solutions. Pendant longtemps, on a parlé des principes de participation, inclusion, équité. Et je pense que c'est toujours resté théorique. Quel est notre modèle de participation basé sur nos expériences ces 30, ces 20, ces 40 dernières années qui doit être appliqué, je dis copié, collé, adapté pour faire fonctionner cette collaboration avec les communautés. Et comment est-ce qu'on anticipe là-dessus? Ce sont des préoccupations qui me paraissent aussi importantes en tête de défi pour accompagner la gestion au quotidien. L'autre chose, la dégradation de nos ressources est un fait. On ne peut plus chercher à démontrer que nos ressources sont dégradées. Mais aujourd'hui, quelle est notre stratégie pour sauver le peu que nous avons, créer la fondation qu'il faut pour ressusciter un certain nombre d'aires protégées? Et ça, on a réellement besoin d'une approche multidisciplinaire qui nous donne cette orientation au niveau national. Une ou deux aires protégées sur le réseau d'aires protégées du Bénin, bien gérées, pèsent très peu dans la balance. Comment est-ce qu'on aborde cette problématique et qu'on sait anticiper là-dessus? Aujourd'hui, si on doit aller dans un sens de dire, ok, en tenant compte des espèces charismatiques, en tenant compte des écosystèmes, quels sont les écosystèmes prioritaires sur lesquels nous voulons focaliser 80% de notre énergie au niveau national pour espérer atteindre l'objectif que nous recherchons? On doit pouvoir le définir. Et ça, c'est un défi important qui pourrait aider aussi le décideur à savoir où injecter la ressource de façon prioritaire, puisque qui trop embrasse mal étreint. Quelles sont les populations viables? Peut-être qu'on peut se dire la population de Lyon est en danger ou vulnérable. Quels sont les 3 sites prioritaires où on peut maintenir ne serait-ce que des populations viables à l'échelle nationale ou à l'échelle du continent ou à l'échelle de la sous-région? Ce sont des problématiques importantes qu'on devrait intégrer. L'autre aspect qui me paraît important en termes de défi, le secteur de la gestion des aires protégées est très évolutif et assez complexe. Comment est-ce que les capacités dont nous disposons s'adaptent à cette évolution du secteur? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on a toutes les capacités qu'il faut pour gérer une aire protégée et gérer le réseau de toutes les aires protégées en tenant compte de cet aspect pluridisciplinaire et des problématiques assez évolutives du secteur? Donc cet aspect capacité me paraît assez important. Je crois que la science, l'université pourrait jouer un rôle davantage plus important pour nous rassurer que les curricula de formation s'adaptent réellement à l'évolution du secteur et que les thématiques qu'on pourrait avoir dans 2 ans, dans 3 ans sont intégrées dès maintenant dans la formation pour la rendre pratique et pragmatique. L'autre aspect qui me paraît important, c'est le cadre législatif réglementaire, le cadre institutionnel. Quel est le cadre institutionnel législatif réglementaire adéquat aujourd'hui qui devrait accompagner le secteur et qui devrait permettre réellement d'apporter aisément des solutions? C'est qu'il y a beaucoup de contraintes dans l'exécution d'un certain nombre d'idées, d'innovations, de stratégies qui dépendent forcément du politique. Comment est-ce que la recherche ou la science peut accompagner à définir véritablement ce modèle type, je vais dire,
de cadre institutionnel, législatif et réglementaire qui devrait accompagner le secteur. L'autre aspect, le professeur Sensen l'a abordé, le financement. Quels sont nos mécanismes de financement? Il y a eu tellement de rapports qui indiquent que moins d'1% du budget national est souvent orienté dans le secteur. Quelle est la porte de sortie? La conservation sans le financement, c'est une conversation. Et donc, quelle est la porte de sortie? Quel est le modèle que nous devons adopter? Et comment ce modèle s'adapte à chaque scénario, sécuritaire ou autre. Mais un autre aspect important qui me paraît aussi, que je voudrais mentionner enfin, c'est qu'on devrait aller aussi davantage vers les sujets de controverse. Je crois qu'on est, de mon point de vue, dans une assez statique et que les théories qui sont appliquées pour gouverner le secteur ne sont pas aussi poussées pour être évolutives. Il y a beaucoup de questions émergentes aujourd'hui qui, de mon point de vue, restent encore tabous au niveau de nos États. Et on sait aujourd'hui, on a eu la Covid, peut-être que demain ça sera Ebola, je ne veux pas prêcher pour ça, mais il y aura potentiellement encore d'autres facteurs. Comment est-ce qu'on questionne toutes nos théories et qu'on les discute dès maintenant? Si on maintient les aires protégées, forcément les populations d'éléphants, de lions, de guépards vont s'accroître. L'implication directe, c'est qu'il y aura des conflits hommes-faune qui vont s'accroître. Si aujourd'hui on se dit, ok, allons vers la contraception pour la faune, ça va paraître un grand problème. Mais comment est-ce qu'on dès maintenant peut anticiper ce genre de débat de controverse, les introductions d'espèces, les translocations, pour avoir réellement une norme ou un guide qui accompagne le gestionnaire et même les politiques à réellement orienter les décisions dans le bon sens en mitiguant les différents risques qu'on pourrait avoir sur le parcours. Merci. On va maintenant donner la parole à l'assistance pour vos contributions, les éléments de réponse également à certaines interrogations qui transparaissent dans les réponses de nos experts. Merci, ici à Kassai, je suis doctorant en géographie. Et merci, chers panélistes. Et je voudrais savoir pourquoi les communautés, puisque en matière de gestion, vous avez dit que les communautés sont associées à cette gestion des aires protégées. Alors, est-ce que les communautés sont-elles vraiment associées à l'installation de sites touristiques? Je suis étudiant en aménagement et gestion de l'environnement et tout ça. Ma première question, c'est par rapport à la gestion participative des aires comme des parcs nationaux, principalement par rapport aux jeunes. Comment est-ce que vous pensez que les jeunes pourront participer à la gestion de ces parcs? Merci beaucoup. Moi, je suis Efraïm Apoy, membre du laboratoire d'écologie appliquée. J'ai deux questions et une suggestion. Je voudrais savoir l'état actuel de nos ressources à cette parcs. Deuxième préoccupation. Le docteur Aziz soit déjà pensé, mais je voudrais revenir là-dessus. Étant donné que c'est seulement la partie béninoise qui est gérée et que les zones périphériques ne le sont pas, déjà que les animaux n'ont pas de lumière géographique, de limite géographique en matière de pays, quelle politique en vigueur pour que la gestion au Bénin soit faite? Le docteur Assisou a évoqué le concept de conseil d'orientation. Moi, je voudrais qu'avant ce conseil d'orientation, il faut faire asseoir un bureau d'études ou un comité de vulgarisation des résultats de recherche en vue d'une réussite efficace
remercier tous les panélistes pour nous avoir permis de nous ressourcer par rapport à ce que j'avais. Je vais d'abord présenter, je suis Seydou Mamakao. J'avais en charge de la gestion des aides protégées. Entre-temps, j'étais directeur général du Sénégal. Ma question s'adresse à Africa. Comment, aujourd'hui, avec notre présidence, Africa arrive à sécuriser davantage les banques? Maintenant que Africa a pris la gestion des banques, si nous partons de l'exemple que vous avez pris la gestion jusqu'à ce jour, quel est statistiquement ce que vous avez fait? Vous voulez quelques chiffres en termes de résultats? Je réponds au nom de Naoda Lama, gestionnaire du patrimoine culturel. Et nous avons vu la ville des parcs, pour une éducation spécifique. Et je pose la question si vous ne voulez pas l'éviter, s'il n'y a aucune éducation. Si c'est fait exprès. Et la seconde préoccupation est relative à la formation. Et quand on écoute les propos du directeur de l'Impact, tout ce qu'il a listé, en fait, rejoint un peu la formation et tout ce qui sort de l'université et de l'orientation de cette formation. Et je pense qu'il y avait un centre universitaire qui était un peu proche, c'est pas, qui était à Canty et qui avait levé des titulaires où on pouvait le trouver et protéger par le défi actuel, après la réforme, ça a été aujourd'hui pour servir à quel niveau on en est. Et le défi actuel, est-ce qu'on ne revient pas à ça? Est-ce que l'enjeu, est-ce que le débat sur la formation ne revient pas sur la table? Donc c'est une question que je me pose et que je pose à l'assistance de mon niveau. Merci. Et cette dernière intervention, toutes les conditions doivent être mises en place pour opérationnel ce conseil scientifique évoqué par le docteur Assisou. Donc, ce sont les interventions qu'on a reçues les celles des participants à l'intérieur de la salle. Je voudrais vous inviter à apporter des éléments de réponse. Il y a quelques questions qui méritent peut-être quelques réflexions scientifiques. Bon, un monsieur qui a parlé de couloir de passage des animaux sauvages. Le mouvement de la faune est assez diffus. Ce n'est pas un mouvement, j'allais dire, diligenté, comme on suit des troupeaux qu'on guide dans telle ou telle direction. Il y a certes des passages à privilégier par tradition au niveau dans une aire protégée, ou aussi qui peuvent être orientés à cause de l'insécurité dans un point donné. Les animaux aussi en sont conscients et peuvent choisir des pistes privilégiées. À ce niveau, on ne parle pas de restauration, étant donné que c'est un mouvement qui s'opère au niveau de ce qu'on peut appeler l'écologie globale. On ne prend pas l'habitat sans ce qu'il y a à l'intérieur de l'habitat, pour autant que l'équilibre soit maintenu. Il n'y a pas de problème à aller restaurer. Une fois qu'un éléphant aurait brisé un arbre, il faut le replanter. Non, ça ne se passe pas de cette manière. Alors, s'il y a beaucoup d'éléphants hors d'une aire protégée, ou bien il y a trop de perturbations à l'intérieur et les éléphants trouvent de sécurité un peu en périphérie, ou alors en surdensité, ou aussi de façon saisonnière. Vous voyez, les parcs à qualité donnent nettement plus que de qualité à l'intérieur dans les aires protégées. Donc, il va sans dire que lorsque ces parcs à qualité sont en fructification, ça va attirer les hordes d'éléphants. Il y a aussi les récoltes. S'il y a des moments donnés, il y a plus
de facilité pour les animaux de venir piquer l'une ou l'autre récolte en périphérie, ils ne vont pas hésiter. Maintenant, il y a la bonne gestion de l'aire protégée. Maintenant, on peut dire que les animaux sont très bien sécurisés par African Park. L'une des conséquences, c'est que le trop-plein se déborde dans les terroirs. Ça aussi, ça peut être une cause parmi tant d'autres. Je ne veux pas rentrer sur le champ d'expertise de African Park qui est quand même plus à même de bien vous apporter beaucoup de solutions. Bon, oui, comment on peut exploiter les services écosystémiques sans trop de dégâts? Oui, ça dépend des services. À l'intérieur d'un parc national, c'est interdit. Dans un parc national, les empiètements sur les ressources naturelles sont interdits. Cette catégorie n'est pas faite pour. Il y a d'autres catégories d'aires protégées où les populations peuvent faire ce genre de gestion participative. Dans un parc national, il n'y a que le tourisme de vision qui soit autorisé comme source d'exploitation. En dehors de cela, le gestionnaire doit conserver et maintenir la population à un état viable pour que le touriste qui arrive pour visiter cette catégorie d'aires protégées puisse en jouir. Sinon, il y en a pas. Il y a des tricheries, j'allais dire au-delà des textes, on va ouvrir la pêche dans la Pingarie, mais si on le dit dans la Pingarie, ça devrait être dans la zone synergétique de la Pingarie où cette catégorie permet l'exploitation des ressources. Si on en arrive à rentrer dans le parc national, ou bien on fait une parenthèse, ou alors on applique mal la législation liée à cette catégorie des terres protégées. C'est regrettable qu'on ait fermé l'école spécialisée sur la faune à Kami. Ça fait partie des décisions de gouvernance politique au niveau national. Les recteurs sont impuissants face à des décisions de la hiérarchie supérieure. Donc, ils ont atténué le changement climatique. Au niveau des aires protégées, il faut bien se dire, si l'aire protégée est bien gérée, comme on peut s'attendre de nos jours, il faut laisser les régulations s'opérer de manière naturelle. On ne va intervenir sur l'un ou l'autre des facteurs que de manière très exceptionnelle et après des études très approfondies. On peut tout de suite dire, nous avons trop d'éléphants. Qu'est-ce que ça veut dire, nous avons trop d'éléphants pour un gestionnaire d'aires protégées? Quelle est la superficie? Quelles sont les grandes directions que prennent les éléphants en matière en cas de pénurie de telle ou telle ressource? Il a dit, ils ont mis des colliers au niveau de certains animaux qui font de très grands déplacements pour déjà circonscrire un peu le grand domaine vital, pas seulement au Bénin, au Niger, au Burkina, pas seulement dans les aires protégées, mais aussi dans les terroirs migratoires. Tout cela permet de recueillir des données pour voir si réellement nous sommes dans des contingences très fortes. En Afrique du Sud, à Kruger, qui est d'ailleurs un parc de mauvais efforts, parce que c'est allongé, on a suffisamment de données de biologie et de conservation que pour décider à un moment donné d'ouvrir, surtout des clôturés là-bas, d'ouvrir les grands grillages pour que les éléphants aillent au Mozambique pour diminuer la pression sur l'habitat. Mais là, c'est à la suite de beaucoup de collectes de données qui permettent aux biologistes d'opérer de cette manière. Ou aussi, on fait ce que nous appelons des tirs scientifiques, des tirs de prélèvement scientifique pour baisser
très impactant. Autrement, il faut laisser la nature s'auto-réguler, étant donné que c'est d'ailleurs ce pourquoi on devrait intervenir le moins possible dans une aire protégée qui est seulement sous la dépendance de l'énergie solaire. Cette énergie solaire qui répartit des ressources beaucoup plus dans le bois, dans la ville de l'Ouest et centrale, et beaucoup plus que la positivité secondaire en Afrique de l'Est et en Centre, par exemple. Je pense que oui, je suis tout à fait d'accord. Le conseil scientifique est déjà en cours. Maintenant, il faut le rendre opérationnel, comme on le dit, étant donné que pour le moment, c'est rien que nous avons des aspects, j'allais dire, de formalisation. On espère que ça ira maintenant. Ok, donc, ce sont les questions scientifiques que je vois, mais s'il y a d'autres, vous revenez là-dessus, je serai avec plaisir. Merci pour les En ce qui concerne le conseil scientifique, je crois que ça c'est une très bonne chose. Et ce qu'on peut dire, c'est d'attirer juste l'attention des gens. Si le conseil scientifique qui est en marche maintenant est pour toutes les aires protégées, je crois que tout est gagné. Mais si c'est essentiellement pour les parcs nationaux d'abord, bon, les réflexions peuvent continuer. Dans mes notes ici, j'ai même parlé des parcs nationaux, des forêts classées, des forêts sacrées, des forêts privées, des forêts domaniales, et de prendre en compte thématique par thématique. On a parlé de la gestion intégrée et de la pluridisciplinarité. Parce que tout ce que nous allons faire aujourd'hui de façon isolée va nous rattraper plus tard. Moi, j'ai 40 ans, 41 ans, 42e année dans la chose. Heureusement que je suis encore avec vous. J'ai la chance de vous exposer un certain nombre de choses qui m'ont déjà rattrapé, qui nous ont rattrapés avec Maman Gao qui est assis là. Donc, c'est d'élargir la réflexion et de voir si on peut ne pas se dire que c'est juste les parcs nationaux. Qu'est-ce que les informations ou les recherches sur les forêts classées, sur les forêts sacrées, qu'est-ce que ça peut nous ramener? Donc, si le conseil scientifique prend tout ça ensemble, peut-être que ça va être inutile. Mais ils auraient su qu'ils ont cherché, il n'y a pas d'apport significatif des autres aires protégées. Donc voilà, c'est déjà une très bonne information, moi je crois. Et suite à ça, bon, comment je fais? Je vais commencer par le début ou je remonte pour finir par le début. L'un des intervenants parlait, je crois que c'est en ligne, des espèces de faune et de flore au niveau des forêts classées, des autres aires protégées. Ça nous rattrape encore. Pourtant, nous sommes en train de parler des parcs nationaux ici. Je ne sais pas comment APN peut aller agir au niveau des autres aires protégées qui sont sous la coupe aujourd'hui de la Direction générale des forêts. Donc c'est pour ça, cette idée de faire les choses ensemble, il faut qu'on insiste encore dessus. Ce dont le directeur Sénagraphe, le directeur de APN, le directeur en charge des eaux et forêts globalement, etc., les instituts de recherche, les universités, qu'on soit tous au même niveau d'information et qu'on sache les uns les autres ce que chacun est en train de faire et quel est le but final. Et nous l'avons déjà dit ici, le bien-être humain. Au moment de l'érection des parcs nationaux en réserve de biosphère, on a commis des erreurs. Première erreur sur le terrain, les zones tampons au niveau du Bénin, c'est des zones pratiquement protégées. Et à l'intérieur desquelles on ne peut rien faire, pratiquement.
Or, au niveau de la Convention réserve de biosphère, une zone tampon est exploitable sous un contrôle. Donc, ce n'est pas seulement au Bénin seul. Quand vous voyez même dans toute l'Afrique, certains gestionnaires ont créé des zones tampons à l'intérieur de leurs parcs nationaux. Voilà ce qui amène la confusion de l'exploitation des produits dans les parcs nationaux, pendant que les tests au niveau national n'ont pas fait l'harmonisation avec les dispositions internationales. Donc, les gestionnaires sont en porte-à-faux. Et là, APM, vous avez du travail en vous indexant, j'indexe en même temps le DG Sénagreffe, le DG des forêts. Donc, je vous mets ensemble, et même les scientifiques, parce que ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est qu'il faut faire en sorte que ces harmonisations au niveau des tests se fassent rapidement et que le décideur décide, qu'il nous dise ce qu'on doit faire. Maman Gao est dans la salle. Moi, j'ai eu des problèmes une fois on est allé à réserve de biosphère. Le fait d'aller couper, mettre en série la zone tampon contre les tests nationaux. Je pourrais me faire enfermer, hein. Mais en tant que gestionnaire, c'est moi qui vivais les problèmes sur le terrain où tous les éleveurs étaient à l'intérieur du parc. Mais je vais les mettre où? Je les sors du parc, je les ramène dans zone tampon, mais les tests au niveau national ne m'autorisent pas ça. Il n'y a que les dispositions au niveau international qui m'autorisent ça. Mais donc, tout ce qui est cadre de conservation, structure de conservation au niveau national, je les avais sur le dos. Mais moi, je savais où j'allais. Je voulais faire de l'espace à ma faune à l'intérieur du parc. Et j'ai profité de l'inscription de la réserve du parc national comme réserve de biosphère. Donc, vous voyez un peu les tests aussi, parce que le jour où un conservateur, on sera sérieux, un conservateur va se retrouver devant les tribunaux, il ne pourra pas s'en sortir. Tant qu'on n'actualise pas les tests. Et c'est ça qui se passe. On ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, à l'intérieur d'un parc, on est en train de faire quelque chose. Donc c'est de ça que le prof est en train de parler. Mais, revoyons nos tests et avançons. Merci, docteur. Monsieur Apollon, la plupart des questions ont été adressées à l'impact. Généralement, je rencontre toujours des gens qui te disent « Oh, on aime ce que vous faites là-bas, que Dieu vous bénisse. » Mais chaque fois que j'invite des gens à m'accompagner, c'est un refus catégorique. C'est pourquoi je parle de bénédiction gratuite. Et je pense qu'on ne peut pas parler de l'état des parcs aujourd'hui à 500 km des parcs. De mon point de vue, je ne vais pas opiner sur African Park et sur l'appréciation, la perception des acteurs du Bénin sur African Parks et sur ce que nous faisons, parce que je ne peux pas être jugé parti. Mais je vais tout simplement dire qu'aujourd'hui, les ressources naturelles de ces parcs se portent bien et se portent mieux. Pour preuve, c'est que l'évaluation de l'efficacité de gestion de ces aires protégées, des aires protégées en Afrique de l'Ouest, qui a été réalisée, je crois, il y a 2 ans, a positionné les parcs de la Pendjari et du Doubé comme les parcs les mieux gérés d'Afrique de l'Ouest. Les rapports sont là, sans en dire long. Quant à l'aspect statistique des choses, bon, je ne suis pas un expert statistique, mais les faits parlent. D'accord? Et pour revenir au fait, à la question sécuritaire qui a été longuement abordée dans les discussions, je tiens à préciser d'abord que nous ne sommes pas une ONG de sécurité. La sécurité nationale est l'action du gouvernement à travers les forces de défense et de sécurité. Nous sommes une ONG de conservation qui a pour mandat de gérer les aires protégées et bien sûr d'apporter une solution à tout ce qui est illégal dans une perspective de gestion durable et dans notre vision holistique des choses qui intègre les communautés. Du coup, il est
important de se dire aussi, je voulais aussi partager que nous avons 700 personnels sur les 2 parcs. Et African Park a un modèle de gestion où il positionne ses staffs à l'intérieur de l'aire protégée. Nous y vivons au quotidien et c'est vrai que vu de loin, ça peut paraître un peu bizarre, mais nous vivons, nous mangeons, nous divertissons très bien à l'intérieur de ces aires protégées. Ça ne veut pas dire que ces aires sont exemptes de menaces, mais il y a toute une politique et une stratégie nationale pour adresser la question sécuritaire. Et une des composantes de la gestion de cette sécurité est l'aspect interaction avec les communautés, que nous gérons au mieux, je crois, aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas faire des comparaisons de systèmes, ce n'est pas l'objectif, mais je peux vous assurer que les parcs se portent mieux et que l'interaction et l'engagement avec les communautés s'est nettement amélioré. L'association des communautés, notre stratégie de développement communautaire est très claire et implémentée autour des parcs. Déjà, on a eu à bénéficier des travaux antérieurs de structuration des communautés avec les associations villageoises de gestion des réserves de faune, qui continuent d'exister, qui continuent d'accompagner le processus et qui continuent de jouer ce rôle d'interface. Nous accompagnons leur restructuration, et le Dr Azizou en sait quelque chose. Nous accompagnons leur restructuration pour réellement les rendre davantage efficaces dans la gestion de cette interface. Et nous avons une stratégie de développement communautaire fondée sur ce qu'on appelle la stratégie 3E+. Le premier pilier de notre stratégie, c'est l'engagement. Et pour répondre à cette question de comment on connecte les communautés à la réserve, imaginez-vous que nous avons 700 personnels, dont 98% sont béninois, et proviennent de la périphérie immédiate de ces aires protégées. Ça fait 700 emplois et des emplois occasionnels, ce qui fait que nous nous retrouvons dans une situation où on a des communautés qui sont au début et à la fin de toutes les actions qui sont menées. Donc de plus en plus, même au niveau communautaire, vous créez des ambassadeurs parce que ce sont des gens qui voient ce qui se fait plutôt et qui y participent et qui peuvent donner la vraie version de ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur de ces aires protégées. Nous investissons aussi dans tout ce qui est éducation. Beaucoup de soutien aux cantines scolaires, des soutiens aux enseignants, des réhabilitations d'écoles, des fournitures qui sont offertes aux communautés riveraines annuellement, des tables, des bancs, etc. Parce que nous positionnons l'éducation, le savoir au centre de tout développement. Le troisième E, c'est tout ce qui est entreprise, donc tout ce qui est activité génératrice de revenus, valorisation des ressources naturelles au profit des communautés dans lesquelles nous nous investissons. Pour donner un exemple aujourd'hui, malgré la crise sécuritaire, les pratiques annuelles des communautés d'accès aux ressources naturelles ont été maintenues. Que ce soit l'accès aux produits forestiers non lieux ou à d'autres ressources à l'intérieur des aires protégées. Ce qui réellement nous positionne les communautés au centre de l'action qui se mène. Je ne suis pas dans un narratif de dire que nous avons l'excellent standard, parce que ça n'existe pas. La belle preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand on compare même les statuts de nos aires protégées, même les arrêtés de classement, et qu'on compare cela à la dynamique communautaire, où des communautés sont déjà, même à l'intérieur de nos forêts classées, de nos aires protégées, dans le même temps, ce sont des forêts classées dans lesquelles on ne devrait pas être. Et généralement, pour ceux qui ont géré les aires protégées, le gestionnaire se retrouve dans une situation assez complexe. Vous avez déjà des gens qui ont été laissés à l'intérieur de l'aire protégée, faire de l'agriculture, produire de l'igname, chasser et braconner. Dans le même temps, c'est contre la loi. Donc, les sortir, vous avez les structures de droits de l'homme qui vous disent attention, ce n'est pas possible. Vous avez des structures qui se disent je ne mets pas mon financement si vous faites un déguerpissement. Et donc le gestionnaire se retrouve dans une situation complexe. Et je me souviens une fois, je posais la question à un de ces activistes, je lui disais si tu achètes ta parcelle et que parce que tu n'es pas là, des gens se vont occuper, quand tu viens, qu'est-ce que tu fais? Il
dit, mais je vais les déguerpir, mais je dis, mais c'est contraire à ce que tu es en train de promouvoir. Donc, c'est une situation complexe, c'est pourquoi je parle de cette complexité. C'est pas prendre de façon très mathématique, 1 plus 1 égale 2, c'est I au carré égale moins 1. Donc, ça c'est cet aspect que je voulais aborder. Et puis, quand nous prenons la problématique des éléphants en terroir, c'est une problématique que nous gérons pratiquement toutes les semaines. Mais le cadre législatif et réglementaire n'est pas clair là-dessus. Il n'y a aucune politique véritable de compensation qui soit dans le cadre législatif et réglementaire du Bénin. Alors, dans le même temps, on protège les parcs, on doit protéger ces ressources qui sont sur la liste de l'UICN et qui doivent être maintenues. Dans le même temps, le croît démographique et ses implications en périphérie ont rongé toute la périphérie et on sont en train de ronger l'aire protégée. Et dans le même temps, le statut des aires protégées est ce que c'est. Il faut faire cette balance entre laisser le libre jeu écologique et apporter des solutions. Donc vous vous retrouvez dans une complexité à gérer. Et donc, c'est ça qui rend complexe la tâche du gestionnaire. Et pour laquelle les solutions ne peuvent pas provenir que du gestionnaire, mais de toutes les autres parties prenantes qui ont un mot à dire pour faciliter la gestion. On a connu des forêts classées dans lesquelles il y a des écoles. Alors, mais sur papier encore, ce sont des forêts classées. Le processus de déclassement et de reclassement compensatoire est un processus assez long. Comment est-ce qu'on équilibre cela et on le met dans le temps? Le coût de l'inaction est énorme. Donc, c'est un peu ça la complexité qu'il faut véritablement intégrer. Et on se bat au quotidien pour apporter réellement des solutions à tout ça. Une autre problématique qui est importante, on est surtout sur la question sécuritaire. Nous avons connu des pertes en février 2022. J'ai perdu 7 de mes agents qui sont tombés dans un explosif au niveau du point trip du côté du Double. Mais ça ne nous a pas empêchés de rester dans le parc, de comprendre davantage la situation, de développer une meilleure capacité d'adaptation et d'adresser les problématiques à l'intérieur comme à l'extérieur des aires protégées. Et c'est ce courage qu'il faut aujourd'hui pour ressusciter la plupart des aires protégées. Convenons que la plupart des aires protégées sont dans les zones les plus reculées en Afrique. Et ces zones reculées sont des zones qui ont les vrais problèmes de pauvreté, de développement. Donc on ne peut pas, en fait, se dire, on ferme les yeux sur une portion du problème et se dire, bon voilà, toute la théorie qu'il faut autour, on peut la maintenir. Ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il faut des acteurs courageux qui prennent le leadership réel pour aller apporter les solutions. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes dans cette approche au niveau d'African Park pour réellement apporter des solutions au quotidien, s'adapter au fur et à mesure et essayer d'aller de l'avant. Les animaux, l'aspect régionalisation, parce que les animaux n'ont pas de limite géographique. Je crois qu'il y a un certain nombre d'initiatives, ce que nous faisons pour accompagner le Niger et le Burkina. Je pense d'abord, et même les autres aires protégées au Bénin, c'est le partage de ce que nous faisons, de nos succès et de nos échecs. Et ça, c'est assez important, qui pourrait servir, on l'espère, pour impulser une certaine nouvelle dynamique dans le secteur. Qu'on le veuille ou pas, une personne qui n'a jamais été confrontée à une arme ne va jamais délibérément décider d'aller affronter une arme. Donc l'expérience en la matière, dans une aire protégée, l'expérience dans des contextes assez complexes comme ceux-ci est importante pour impulser cette dynamique. Donc nous essayons de partager nos succès et nos échecs à tout l'ensemble. Une des valeurs qui nous caractérise, c'est cette transparence. Mais aussi, actuellement, nous soutenons une ONG pour gérer la partie nigérienne du complexe WAC, donc Wild Action Conservation, qui fait partie un peu de notre programme d'incubation, parce que African Park, en 20 ans, a pu gérer 19 parcs. Aujourd'hui, une petite analyse des aires protégées en Afrique nous a montré que nous avons 161 aires protégées qui ont besoin immédiatement d'une solution. Si nous avons pu gérer 19 parcs en 20 ans,
il est impossible qu'on puisse réellement apporter une solution aux 161 aires protégées. Du coup, l'organisation a créé ce qu'on a appelé le programme d'incubation. Toute organisation, tout gouvernement, toute ONG, toute structure qui a envie d'implémenter un modèle similaire au nôtre, l'organisation s'engage pour accompagner cette structure à le faire. Comme ça, on multiplie l'impact, on amplifie l'impact qu'on pourrait avoir le plus rapidement possible sur la conservation à travers le continent. Et donc, nous avons des partenaires, nous en avons 2 au Niger, un sur le Douve Niger et d'autres sur le parc de termites et les 2 autres aires protégées. Mais aussi, je crois qu'au niveau régional, sur les questions sécuritaires, les gouvernements aussi ont pris un certain nombre de mesures pour coordonner leur approche d'intervention au niveau sécuritaire et que des initiatives sont en cours pour mettre aussi un secrétariat exécutif du complexe WAP. On espère que toutes ces initiatives vont permettre réellement d'apporter la solution ou une approche de solution au niveau régional. Voilà, en termes de l'état de la faune, comme je disais, les parcs se portent. En termes de faune, les parcs se portent bien. Il y a eu 2 inventaires aériens qu'on a essayé de faire sur le complexe WAP en 2019 et en 2021, financés par la coopération allemande, African Parks et puis la Fondation des savanes ouest-africaines, où nous avons réellement des données assez claires sur les tendances d'accroissement de la faune. L'autre chose qui est assez importante, c'est qu'en termes de braconnage, on peut véritablement dire que, voilà, je ne sais pas si c'est statistiquement que je vais le dire, mais on a une réduction très significative du braconnage dans ces aires protégées depuis que nous intervenons. Voilà, je vais finir peut-être par la main des parcs. Alors, depuis février-mars, après les incidents de 2022, le gouvernement a décidé de suspendre le tourisme dans les parcs. Dans le même temps, on connaît tous la crise sécuritaire qui prévaut et toutes les contraintes autour de cela. Et on a essayé de faire un petit sondage où on a constaté que la plupart des Béninois pensent véritablement que les parcs sont morts, en fait, qu'il n'y a vraiment plus rien et que rien ne se fait. Et je crois que la Pendjari spécifiquement, et aussi le Douve dans une certaine mesure, du côté du Bénin, ont toujours été une fierté pour le Bénin, que ce soit en termes de tourisme, de conservation ou toute autre chose. Et donc du coup, on s'est dit, ça fait pratiquement bientôt 2 ans d'absence. C'est vrai que nous communiquons très régulièrement, mais nous avons décidé d'organiser cette année une série d'événements qui permettront de partager la situation actuelle des parcs avec les parties prenantes, avec pour objectif d'avoir à toucher environ 1 million de personnes pour les connecter à ce que nous faisons, mais aussi pouvoir développer des partenariats stratégiques. Des partenariats stratégiques pour continuer d'accompagner les parcs de façon directe ou indirecte, mais aussi pour établir dans la perspective future un cadre de concertation qui nous permet de discuter d'un certain nombre de sujets relatifs au parc, d'où l'importance d'une séance comme celle-ci, et de véritablement ensemble commencer par se sentir partenaire de la gestion de l'héritage naturel que nous avons. C'est donc dans ce cadre que nous avons développé cette initiative, l'année des parcs, qui est accompagnée d'un téléthon pour aussi donner l'occasion à tous ceux qui veulent contribuer à la préservation du patrimoine naturel, à y contribuer de diverses manières, des contributions en termes monétaires, comme des contributions en termes de soutien divers. Et donc, on a un certain nombre de plateformes pour contribuer pour recevoir vos différents dons. L'objectif est de pouvoir mobiliser autour de $200 000 de cela. On espère que cela sera une réalité et donc vos contributions seront les bienvenues. De l'autre côté, nous organisons une série d'actions, une série d'activités comme ce panel scientifique, une session de fitness pour les parcs nationaux qui va se dérouler le 2 septembre à la place des Amazones. Nous avons aussi voulu connecter les influenceurs, les artistes et d'autres acteurs du monde de l'art aux ressources naturelles. Et donc, à travers des stages nature ou des discussions, des carrefours d'échange, etc.,
Et tout ça, nous allons pouvoir atterrir le 30 septembre prochain à travers un dîner de gala. Donc cette nuit des Pâques va s'organiser, va se terminer à travers un dîner de gala. Dîner de gala pour lequel nous espérons avoir environ 150 personnes qui sont engagées pour la conservation de divers secteurs, des autorités politiques comme le citoyen lambda, la recherche et tous les acteurs qui ont un plus à apporter au processus de conservation de nos ressources naturelles. Et ça se tiendra le 30 septembre, je crois, au chapiteau, pour clôturer cette campagne, faire le point, faire le bilan et dégager les perspectives pour le futur. Donc voilà.